D'abord, merci beaucoup de votre invitation. Initialement, je crois que vous m'aviez invité à conclure vos propos. Ça ne me semblait pas souhaitable, cette position où finalement des intervenants de très grande qualité discutent d'un sujet absolument majeur pour l'avenir du pays et où, sans avoir rien entendu de ce qu'ils se disent, le ministre vient clore, ne me semble pas l'attitude souhaitable. Je préfère très nettement vous dire, très modestement et en même temps très directement, ce que sont aujourd'hui l'état des convictions du gouvernement sur les sujets qui vous préoccupent et que vous en discutiez, débattiez librement, sachant que nous sommes en charge d'une situation et d'une éventuelle transformation d'une situation, que forcément vous-même, club de réflexion avec les AEF, est un registre qui est un registre de préparation à des décisions, d'évolution d'éléments culturels autour de la façon d'approcher les problèmes. Donc on n'est pas tout à fait sur le même registre. Et donc moi, je traiterai un sujet qui finalement est votre sujet implicite. Votre débat, c'est l'enseignement supérieur d'ici 2020. Votre sujet implicite, celui qui, si j'en crois ce que vous dites vous-même, et celui que vous traitez, c'est les universités d'ici 2020. Et ça me semble bien de traiter sérieusement ce sujet à fond parce qu'il le mérite. Et je ne vous fais ni grief, ni je qualifie votre, je ne sais pas si c'est de la convergence, votre rapprochement, en tout cas, ici même en plus, dans une université un peu particulière qui est à l'université, la belle université Paris-Dauphine, mais je veux me réjouir que ces sujets, vous disiez restent, moi j'ai plutôt envie de dire redeviennent sujet de débat public. Ce sont des priorités budgétaires pour la nation. Vous en doutez, je redonnerai quelques chiffres tout à l'heure très simples que tout le monde a à l'esprit, mais ces sujets demeurent des priorités absolues pour la nation. C'est le 3e budget de l'État, si je mets de côté les intérêts de la dette, après l'éducation, après la défense, enseignement supérieur et recherche, plus de 22 milliards, c'est le 3e budget de l'État, c'est donc un investissement majeur. Mais finalement, et notamment pour les universités, c'est devenu ces dernières années plus un sujet de priorité budgétaire qu'un sujet de priorité politique. De ce point de vue-là, des initiatives comme la vôtre nous permettent de remettre au cœur des débats de société l'université, ses apports, ses responsabilités, ses difficultés. Dernier point, et j'ai fini pour cette introduction de l'introduction, vous avez choisi un horizon court, 5 ans, très court. La STRANES, la Stratégie nationale pour l'enseignement supérieur, qui a été réalisée, enfin coordonnée par Sophie Béjean, qui je crois intervient plus tard dans l'après-midi, et Bertrand Montubert, a pris un horizon de 10 ans. La vérité oblige à dire que cette hésitation sur le bon terme traduit bien le sentiment que nous partageons, j'en suis sûr, tous ici, que l'université vit un moment charnière. Après les lois de 2007, donc il y a presque un petit peu moins d'une dizaine d'années, l'université aujourd'hui a confronté à un certain nombre de défis. Dès aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont d'une certaine manière en filigrane de la rentrée que nous venons de connaître et qui vont se développer dans les années qui viennent, et qu'on est à un moment charnière, et qu'on est donc forcément à un moment de redéfinition de ce que doivent être les bases du système d'organisation, de financement, et je dirais même philosophique, du rôle des universités dans notre société. Ces défis, comme le temps m'est compté, je le fais à la serpe, j'en vois 5. Le premier, c'est un choix du pays, et force est de reconnaître que ce n'est pas seulement un choix du pays, c'est un choix des individus eux-mêmes, pour des raisons multiples qui ne m'appartient pas de développer, enfin on n'a pas le temps, c'est le défi de la démocratisation. Cette rentrée, 65 000 étudiants de plus que l'année dernière, depuis le début du quinquennat, 160 000 étudiants de plus depuis 2012, c'est-à-dire l'équivalent de 8 petites universités. C'est un, entre guillemets, choc démographique. Le nombre des jeunes diplômés du secondaire qui veulent faire des études dans l'enseignement supérieur, dans sa diversité, est un nombre grandissant, et tant mieux. 2 autres
remarque sur ce point. Cette demande supplémentaire s'adresse autant aux établissements privés qu'aux établissements publics. On dit bien souvent c'est surtout le privé qui bénéficie de la demande supplémentaire. C'est faux, c'est même un peu plus le public que le privé. Et il bénéficie au moins autant, sinon plus, aux universités, qu'il touche l'ensemble des autres établissements. Donc, et ça, c'est le début d'un processus pour les années qui viennent, et c'est une chance, la Stranes notamment insiste beaucoup là-dessus, et elle a raison, c'est une chance, c'est même de mon point de vue une nécessité absolue au regard de l'évolution incertaine de l'emploi dans les années qui viennent que d'élever le niveau de qualification de ceux et de celles qui, après les études secondaires, souhaitent avoir un parcours diplômant. Deuxième défi, il est la conséquence directe du premier, mais probablement insuffisamment analysé, ou en tout cas explicité, c'est le défi de la diversité. Plus vous avez de demandes adressées à l'enseignement supérieur, et plus les publics qui apparaissent sont des publics différents, hétérogènes, avec des aspirations très, très diversifiées, et ça veut dire, là aussi, en termes d'organisation, en termes de pédagogie, beaucoup de choses. Je ne rentre pas là non plus dans le détail. Troisième défi que j'évoque, on y reviendra pour les réponses, le défi immobilier. Des efforts considérables ont été faits ces dernières années de modernisation, d'investissement, par différents dispositifs que je n'ai pas besoin de citer ici. Il faut mesurer combien ces efforts restent en deçà des besoins et combien, si on se projette à 10 ans, la modernisation des campus, la mise aux normes sécurité, adaptation des locaux, la modernisation des bâtiments, la modernisation des campus, l'équipement numérique des campus, combien les moyens qui devront être consacrés à la question immobilière, notamment pour nos universités, sont des moyens considérables. Quatrième défi, c'est toute l'innovation, le bouleversement qui est en train d'émerger sur les façons d'apprendre. Donc, ce n'est pas seulement l'innovation pédagogique, mais c'est l'apport des sciences cognitives, l'apport du big data, les interactions très profondes que ces avancées scientifiques auront sur la fonction d'apprendre. Et donc, ce champ extraordinaire que va devenir l'innovation en matière pédagogique, en matière éducative, et aussi le terrain de compétition internationale très fort qui se développe déjà. On voit des repositionnements d'acteurs au niveau mondial dans ce domaine-là qui sont très importants. Et enfin, cinquième et dernier point, la mondialisation. Alors là, c'est un truisme de dire ça, mais enfin, c'est un truisme jusqu'au moment où ça n'est plus un. Si on se projette à 5 à 10 années, finalement, est-ce que, si on pousse le paradoxe le plus loin possible, est-ce que telle ou telle université en ligne, située dans tel ou tel pays, dispensera l'étudiant, le jeune français qui sort du baccalauréat, de s'inscrire à l'université en France. Les compétitions entre établissements qu'on connaît depuis quelques années vont prendre un tour complètement nouveau du fait de la numérisation, de la digitalisation et la capacité de suivre à distance des cours sans même mettre les pieds dans l'établissement concerné. Nous avons donc au moins ce point d'accord, qui est de nous dire que face à ces défis structurels et certains culturels, on ne peut pas rester avec un modèle inchangé. Les universités, la conception que nous faisons de notre modèle universitaire doit évoluer, doit profondément évoluer. Je veux dire, faisant écho à, je crois, votre premier débat après cette ouverture de session, qu'il faut aborder ces questions avec optimisme. L'État, je dis bien l'État, a les moyens en France, s'il le décide, de faire face, y compris budgétairement, aux besoins qui s'esquissent. Construire des raisonnements en se disant l'État, finalement, a des ressources limitées, il faut qu'on trouve d'autres moyens de financer un secteur qui va notamment avoir besoin, notamment de financement, c'est se tromper. D'abord, je veux rappeler des chiffres très précis parce que c'est comme ça qu'on peut pousser au fond des éventuels désaccords.
entre 2012 et aujourd'hui. Si je prends le budget de l'enseignement supérieur, pour les techniciens du budget, le chapitre 150, les sommes consacrées à l'université par l'État ont augmenté. 250 millions entre le budget 2012 et le budget 2016, qu'on s'occupe des autorisations d'engagement ou qu'on s'occupe des crédits d'engagement. C'est faible, mais c'est réel. Il n'y a donc pas de baisse, il n'y a pas de difficulté budgétaire qui serait traduite par des baisses. Au contraire, les universités ont été préservées. Le seul reproche que nous pouvons nous faire collectivement, c'est d'ailleurs de ce point de vue-là pourquoi l'État a fait un effort particulier sur le budget 2016 qui vient, c'est que nous n'avons pas accompagné la progression du nombre d'étudiants d'une progression strictement corrélative. Et si, quels que soient les chiffres qui circulent dans les organisations syndicales, dans les structures d'université aujourd'hui, mais si demain des besoins supplémentaires sont indispensables en termes budgétaires, ils ne sont pas de l'ordre de la dizaine de milliards. Ils sont de l'ordre des 2, 3, 4, 5% de progression, c'est-à-dire des sommes qui, si l'État en décide, sont à la portée financière de l'État. Donc c'est une question de choix politique. Ça, c'est très important d'avoir en tête, parce que quand on parle de 300 millions, même d'1 milliard, aujourd'hui, dans un budget, sur plusieurs années, l'État peut décider de consacrer 1 milliard de plus aux universités, s'il le décide. Ça, c'est s'il le décide politiquement. Et de mon point de vue, une des causes que je plaide, le président de la République m'a d'ailleurs demandé d'essayer de mesurer quantitativement ce que l'Astranes voulait dire en termes budgétaires pour les années qui viennent. Et donc nous essayons de le faire, mais on ne parle pas de sommes qui soient hors de portée d'atteinte de l'État. Deuxième chose, toujours sur le budget, si je m'attache cette fois non plus aux universités, mais à la vie étudiante, c'est-à-dire tout ce qui accompagne la réussite scolaire des étudiants, notamment les moins favorisés en termes budgétaires, c'est de 500 millions, un demi-milliard, que les sommes ont progressé depuis 2012. C'est principalement une réforme des services des bourses et des boursiers. Et c'est donc finalement un acompte sur la stratégie de démocratisation de l'accès à l'enseignement supérieur que le gouvernement, depuis 3 ans, a mise en œuvre. Non seulement budgétairement, il a veillé à ce que dans les efforts d'économie, les universités ne soient pas victimes de baisse. Certaines jugent leur dotation insuffisante, et j'entends tout à fait ça, mais en tout cas, ça n'a pas baissé. Donc non seulement l'État a veillé à ça, mais en plus, il a pris un acompte sur démocratisation en aidant les étudiants. Sur les fameuses évolutions dont je parle, le défi de la démocratisation, qu'est-ce qui pose très concrètement comme terrain souhaitable d'évolution et de réforme pour notre système? Premièrement, pour l'enseignement supérieur et principalement pour les universités, qui sont pour l'essentiel non sélectives, à la différence des écoles qui sont sélectives. Là aussi, je reste de manière assez globale. On sait qu'à l'université, certaines universités sont sélectives, d'autres développent des thématiques sélectives, mais globalement, le modèle français n'est pas un modèle isolé au plan international. Il faut le rappeler sans arrêt. Il n'y a pas d'aberration française à ce que notre pays ouvre largement ses portes aux étudiants du diplômé du secondaire. Les Allemands font exactement la même chose que nous. Beaucoup de pays européens du nord de l'Europe font exactement la même chose. Et finalement, avec des variations, et là aussi au risque de la caricature, mais il y a 2 grands modèles qui s'affrontent aujourd'hui. Le modèle anglo-saxon, australien, et puis le modèle continental européen, avec la petite exception récente de l'Espagne qui n'a pas choisi naturellement d'aller vers des restrictions, mais qui étaient pour le coup condamnées. Mais il y a 2 grands modèles, un modèle d'ouverture large et un modèle de sélection beaucoup plus strict. Ce modèle doit être perfectionné en France. C'est vrai. Aujourd'hui, les taux de réussite dans l'enseignement supérieur sont très différents
selon que l'on ait un bac professionnel, un bac technologique ou un bac général. De ce point de vue-là, probablement, en termes d'orientation, des efforts considérables sont à faire, et peut-être même un peu plus qu'en termes d'orientation. Je pense en termes d'architecture, par exemple, de bacs de différentes natures et des études qui suivent. Des réformes sont indispensables. Prenons l'exemple très simple des bacs pro et des BTS qui gagneraient, par exemple, à être vécus comme des continuités de parcours, notamment en redéfinissant en partie le contenu des BTS pour les rendre plus en résonance avec différents bacs professionnels. Travail d'ailleurs que nous allons faire. Et donc, je crois qu'il faut travailler avec une orientation très active sur des parcours de réussite des étudiants du secondaire, mais ce discours, cette sémantique du parcours de réussite me semble nettement préférable à une sémantique qui viserait à affirmer un objectif de sélection ou de sélectivité de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Conséquence aussi la démocratisation pour les étudiants eux-mêmes. J'ai parlé des questions sociales, je n'y reviens pas, mais on revient sur nos questions d'orientation par un biais différent. Il est évident qu'aujourd'hui, les étudiants qui choisissent des études supérieures sont insuffisamment informés, ou mal informés, de la nature des choix qu'ils s'apprêtent à faire. Les débouchés professionnels, mais précis, le taux d'emploi à 2 ans, le niveau de salaire qu'on peut attendre si on choisit telle ou telle filière, toutes ces informations-là, ils ne les ont absolument pas. Et la capacité de discuter avant le baccalauréat avec des universitaires notamment ou avec d'autres, de manière systématique, méthodique, et pas une fois dans un forum de l'orientation un samedi matin dans l'année, mais presque comme une matière à temps plein de leur parcours post-bac, toutes ces choses-là n'existent pas ou peu. Parfois, il y a des expérimentations remarquables d'ailleurs menées par les universités que je tiens à souligner, mais tout ce travail-là doit être fait. Donc, conséquence pour de la démocratisation pour les étudiants, à l'évidence, nous devons être beaucoup plus exigeants dans les informations que nous leur donnons et beaucoup plus méthodiques dans le travail préalable à l'orientation post-bac avant le bac. C'est le fameux projet -3+3 pour les techniciens. Là aussi, je ne rentre pas dans le détail. Ensuite, troisième point, pour moi, faire de la politique, c'est avoir des objectifs cohérents. C'est-à-dire vouloir des choses et se donner les moyens de les atteindre. Si on veut des choses mais qu'on ne se donne pas les moyens de les atteindre, ça pose un problème. Si l'objectif de la nation pour les 10 ans qui viennent est d'élever massivement le niveau de qualification de ceux qui ont un baccalauréat aujourd'hui, qu'ils aillent à l'université, qu'ils aillent en BTS, qu'ils aillent en IUT, peu importe, à l'évidence, il y a besoin d'un nouveau pacte entre la nation et le système d'enseignement supérieur. Au cœur de ce nouveau pacte, il y a pour moi la question budgétaire. Je ne suis pas en train de demander pour les 5 ou 10 ans qui viennent, on est en train de calculer des milliards et des milliards, mais je suis en train de demander un effort soutenu de la nation à son système d'enseignement supérieur, parce que c'est une cohérence même des objectifs qu'elle se fixe. Et je maintiens que même si ce serait une faute de demander à la nation l'intégralité du financement nécessaire pour l'évolution que je suis en train de dessiner, la nation doit contribuer à ce soutien. Deuxième élément, donc, réponse au défi, le modèle économique. Je viens de parler de la question budgétaire. On amorce en 2016 un effort, je ne sais pas s'il est suffisant ou pas insuffisant, en tout cas c'est une inflexion salutaire. Les universités bénéficieront d'une enveloppe de 165 millions supplémentaires par rapport à l'année précédente. C'est la plus grosse augmentation depuis le début du quinquennat, et moi je la prends comme un apéritif indispensable. Je me réjouis de cette augmentation qui a été proposée, décidée par le président et par le Premier ministre, et elle était indispensable parce qu'elle marque la prise en compte d'un intérêt soutenu de l'État au secteur de l'enseignement supérieur et tout particulièrement des universités. Mais la question budgétaire doit être abordée globalement. C'est bien évidemment les projets de loi de finances, c'est bien évidemment l'application des projets de loi de finances. De ce point de vue-là, il est essentiel, comme nous sommes dans un système désormais d'acteurs autonomes. Nous ne sommes pas dans des engagements de dépenses publiques que nous pouvons de manière réversible faire évoluer ou pas faire évoluer. Nous sommes dans un système qui est
contractualisé, insuffisamment, mais enfin contractualisé, qui fait que nous prenons des engagements vis-à-vis d'acteurs autonomes. Et donc, je souhaite que le budget tel qu'il est voté et le budget tel qu'il est appliqué soit le plus proche possible. J'ai même tendance à dire que si c'était le cas, il y a toujours une petite, ce qu'on appelle la réserve de précaution. Mais si, comme cela a été fait l'année dernière, il y a 2 ans, si on continue à protéger pour partie, peut-être même faut-il le faire un peu plus que ça a été fait, les budgets votés par l'Assemblée, des gels, rabots et je sais quelle autre technique budgétaire qui permettent dans l'exécution des budgets de ne pas exécuter à 100% ce qui avait été décidé. Si on appliquait, réserve de précaution mise à part, les budgets tels qu'ils sont appliqués, ça serait tout à fait tangible pour l'ensemble des organisations. D'autres outils participent à la situation financière de nos universités. Il y a bien évidemment ce que fait le CGI, avec les règles qui lui sont propres et qu'il faut respecter, qui sont avec un cahier des charges initial qui est tout à fait spécifique, qui vise à monter en gamme les universités, et en tout cas un certain nombre d'entre elles qui le choisissent. Et ces règles, encore une fois, doivent être respectées, même si un nouveau programme d'investissement d'avenir doit être élaboré. Nous en parlons beaucoup avec les équipes actuellement du CGI. Je ne sais pas s'il faut l'appeler d'ailleurs PIA 3 ou nouveau programme d'investissement d'avenir, mais là, pour le coup, en termes d'orientation, en termes de méthode, il y a sûrement des choses que nous devons creuser avec eux, et ils y sont tout à fait sensibles. Sur la question des droits d'inscription, la deuxième caractéristique du modèle français, il ouvre grand ses portes aux diplômés de l'enseignement secondaire et il les soumet peu, en tout cas pour les universités, à contribution. Ça n'est pas encore original. Ce n'est pas une aberration française. À peu près les mêmes pays que ceux que j'ai cités tout à l'heure font la même chose que nous. Même plus que ça. Aux États-Unis, où le choix est inverse depuis, séculaire, je ne sais pas, mais enfin depuis quand même quelques décennies, on s'interroge ouvertement. Aujourd'hui, c'est au cœur de la présidentielle de 2016, c'est au cœur des discussions que M. Obama a eues il y a assez peu de temps au Congrès. On s'interroge sur le fait de savoir si finalement on n'est pas allé trop loin au niveau du collège sur les droits d'inscription, sur le fait que les étudiants doivent contracter des dettes ou leur famille, et sur le fait que ça dissuade un certain nombre de catégories sociales d'accéder au collège, y compris au collège public, aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas de modernité à défendre l'augmentation des droits d'inscription comme gage de je ne sais pas quelle qualité d'enseignement qui est assurée. D'abord, les observations empiriques qui existent montrent le contraire. Bien souvent, quasi partout dans le monde, là où les droits d'inscription ont été augmentés, ils ont servi de substitut aux diminutions des crédits de l'État. Mais deuxièmement, ils ne garantissent en rien l'accès de nouvelles couches sociales à l'enseignement supérieur, qui, en tout cas de mon point de vue, doit être garanti. J'ajoute que je vous renvoie à une étude de l'OFCE en 2012-2013 sur, entre guillemets, sur le signal prix qui est donné par l'augmentation des droits d'inscription. Ce signal prix, il est dévastateur pour les couches sociales les plus fragiles, qui s'auto-dissuadent, c'est-à-dire de manière un peu culturelle, de s'engager dans des parcours d'enseignement supérieur chaque fois qu'on leur adresse le signal prix que les droits d'inscription vont augmenter. Donc moi, je suis très attaché, alors à la marge, on peut discuter de tout, mais je suis très attaché à ce que nous ne jouions pas des hausses de droits d'inscription à l'université pour ne pas envoyer un signal prix qui serait totalement contradictoire aux objectifs de démocratisation que se fixe la nation. Troisième élément dont il faut parler pour le modèle économique, c'est la question de la formation professionnelle et de la formation continue. À l'évidence, là pour le coup, il y a un pilier insuffisamment travaillé aujourd'hui qui peut consolider le modèle économique de nos universités. Certaines le font. Ça va être une de nos priorités pour les mois qui viennent. Nous allons, avec le président de la CPU et son organisation, identifier 8 à 10 universités, ou grandes écoles d'ailleurs, pas raison de faire d'être des exclusives, qui sont prêtes à avancer puissamment sur ce registre, sachant que de notre côté, le cabinet s'est organisé pour monter avec les partenaires sociaux, patronat et syndicats, un dispositif spécifique
pour que soit ouvert plus largement la formation professionnelle aux acteurs de l'université, les formations qu'ils peuvent dispenser. L'objectif que je me suis fixé, je crois que ça a été dit, je le redis ici, je pense que nous pouvons sans difficulté dans les 2 ans postuler à 5% du budget de la formation professionnelle du pays. 32 milliards, 5%, 1,6 milliard. C'est du chiffre d'affaires. Donc en marge, ça fait, allez, 400 millions en 2 ans. Et si nous montrons que nous pouvons répondre à ce marché sous 2 ans, et si nous montrons les moyens qu'il faut mettre en œuvre dans les universités, parce que ça ne se fait pas tout seul, hein, il faut faire une customisation, entre guillemets, de l'offre spécifique, il y a des questions d'organisation, enfin il y a tout un travail à faire. Si nous identifions les conditions pour que ça marche, il y a un formidable gisement pour pérenniser le modèle économique de nos universités. Enfin, dernier point, je le mets dans le modèle économique, parce qu'on pourrait le mettre aussi dans le modèle dans les réformes en matière d'innovation pédagogique. Mais la question du numérique, la question de... ça va diminuer, ça peut diminuer les dépenses. Alors, disons les choses autrement, ça peut grandement améliorer l'efficacité d'un certain nombre de formations. Ce n'est pas un miracle, mais l'utilisation massive du potentiel du numérique en termes pédagogiques peut contribuer à ralentir, au minimum à ralentir la croissance de la dépense par étudiant, voire même peut-être à la faire évoluer. Je crois que j'avais 20 minutes, je regarde l'heure, il faut peut-être que je m'achemine vers ma conclusion, bien que j'ai plein d'autres choses à vous dire, donc je vais faire ça en tête de chapitre très rapide. Comment on fait sur ces quelques changements pour évoluer vite? Quelle est la stratégie du changement? Là, pour le coup, c'est ce qui nous différencie. Vous-même êtes là pour faire des propositions et nous, élus en charge de la transformation du pilotage de systèmes complexes, sont là pour essayer de faire en sorte que ces évolutions, ou pas, si on n'est pas d'accord, mais que ces évolutions se produisent. Premier point, la question de l'autonomie, elle est centrale. Je n'ai pas grand-chose à dire à ce que vous avez dit tout à l'heure, je suis d'accord. Je pense que l'autonomie est imparfaite, et que sans annoncer un grand soir supplémentaire de l'autonomisation, mais je pense qu'en matière de simplification, par exemple, de ce que sont les communes aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Je pense qu'en matière de ressources humaines, même si ce n'est sûrement pas un chantier de court terme, il y a quand même quelques réflexions à avoir tant on se rend compte combien, pour des acteurs autonomes, le système actuel de gestion des carrières est un peu lourd. En termes d'autonomie budgétaire, il y a aussi des choses qui méritent interrogation. On pense notamment aux règles induites par le décret GBCP, dont d'ailleurs je n'ai jamais compris à l'époque, je crois qu'il date de 2011 ou 2012, finalement la logique profonde, et je me suis même demandé si ce n'était pas d'une certaine manière une façon, dès l'origine, ou quasiment dès l'origine, 4 ans après les lois de 2007, de reprendre d'une main ce qu'on avait donné de l'autre. Je crois que sur la question pédagogique, le passage de l'habilitation à la substitution de l'accréditation à l'habilitation, qui est une réforme tout à fait salutaire, mais qui pour l'instant ne s'applique que, je crois, sur le 5e des établissements, est une réforme qu'il faut consolider et pousser. Et puis enfin, sur la question immobilière, il faut aussi que nous évoluions. Et là, disons-nous les choses clairement, même si le temps nous manque pour développer, il faut qu'on invente. Il faut de l'imagination. Le système actuel d'évolution à quelques universités de leur patrimoine immobilier ne marche pas pour plein de raisons. Il y a 3, je crois, universités qui ont eu leur patrimoine dévolu. Et puis, il n'y en aura pas beaucoup plus. Peut-être qu'on peut en trouver 1 ou 2 de plus, mais je ne suis même pas sûr. Certaines universités ont aujourd'hui des projets d'investissement immobilier, comme elles ne peuvent pas emprunter, elles ne peuvent pas les développer. Est-ce qu'il faut leur donner l'autorisation d'emprunter ou pas? Il y a sûrement 1 ou 2 cas où la question mérite d'être traitée. Mais il faut imaginer un système, parce que c'est une question absolument majeure pour les années qui viennent, qui change un peu le paradigme qui veut qu'aujourd'hui, le transfert de l'immobilier aux universités, c'est donc
transmission par le ministère contre une dotation des patrimoines des universités aux universités. Et un certain nombre de réflexions sont en cours chez nous pour faire bouger tout ça. Deuxième terrain du changement, l'administration centrale. Je suis d'accord. J'ai vu que vous aviez une réforme radicale qui était en gros de la supprimer. Je crois que c'est vous. Bon, je vous reconnais bien là d'ailleurs. Sans mauvais esprit de ma part. C'est pas la piste. D'ailleurs, ce serait terrible pour l'administration en général que de dire finalement quand elle doit évoluer, c'est plus simple de la supprimer. Moi, je crois à la transformation des administrations. De la transformer, monsieur le ministre, pour être plus, oui, mais moi, je dois plus croire, nuancé que vous n'êtes là. Alors donc je la crois de manière... je crois qu'on peut transformer. Je pense que les acteurs de l'administration centrale aujourd'hui savent qu'on ne pilote pas un système d'acteurs autonomes, qu'on ne peut plus piloter un système d'acteurs autonomes comme... on pilote un système qui était un système dirigé du centre. Et c'est le grand chantier des 18 mois qui viennent. Enfin, troisième et dernier point sur la stratégie de changement, c'est les expérimentations. Là-dessus, on se rejoint parfaitement. Je me réjouis d'avoir avec la CPU un interlocuteur tout à fait en pointe sur ces sujets-là. Nous allons expérimenter et donner un cadre juridique sécure au contrôle continu. En matière de pédagogie, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses aussi qui déjà sont expérimentées à très bas bruit et probablement sur lesquelles il faut veiller la capacité de transformer en politique publique des expérimentations réussies. Bref, la stratégie de changement, en tout cas pour le temps dont je suis comptable de responsabilité gouvernementale, c'est-à-dire au maximum 18 mois, elle sera faite de ces trois choses-là. Une réflexion, notamment par simplification, sur une amélioration de la mise en œuvre de l'autonomie, une évolution de l'administration centrale et un certain nombre d'expérimentations sur des sujets qui sont très importants. Voilà ce que je voulais vous dire. J'ai plein d'autres choses à vous dire. J'aurais bien aimé finir par un peu de philosophie sur qu'est-ce que c'est l'université, à quoi ça sert une université dans le monde dans lequel on est. Là, j'ai 4 ou 5 choses. Je donne que les têtes de chapitre, le temps me manque. La première, il faut bien mesurer que ces dernières années, partout dans le monde, tout le monde considère désormais que l'université, avec un U majuscule, c'est un capital pour le pays. Que ce capital, parce que c'est un capital, à qui on a demandé plein de choses. On lui demande tout, de former, de contribuer à l'innovation, de faire venir des talents étrangers, d'aider à la création d'entreprises dans les territoires. Enfin, beaucoup. Et qu'on a adressé de plus en plus de demandes précises à l'université en lui demandant d'être utile. Or, l'université, ça ne peut pas être que ça. L'université, c'est une conception large de l'utilité. Il y a des choses qui... l'université avec un U majuscule, elle ne peut pas être drivée seulement par l'utilité. Elle doit l'être. Je ne reviens pas en arrière sur ce qui s'est fait ces dernières années, mais c'est des espaces de liberté, c'est des espaces d'autonomie, c'est du développement de l'esprit critique, du scepticisme, de l'interrogation permanente. Voilà. C'est, en termes de recherche, du fondamental qui doit être soutenu, développé, parce que c'est ça la richesse de la France. C'est en termes de discipline scientifique, des sciences humaines qui doivent être valorisées beaucoup plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Parce que finalement, c'est celles qui donnent sens à l'ensemble des champs scientifiques et technologiques. C'est enfin, en termes d'intellectuel collectif, un rôle qui doit être beaucoup plus valorisé qu'il ne l'est aujourd'hui. Et s'il fallait, au-delà même des défis, des raisons qui relèvent cette fois de la profession de foi, pour la nation de soutenir dans la durée, et plus encore qu'elle ne le fait, Dieu sait si elle le fait beaucoup, nos universités, notre enseignement supérieur, c'est dans cette vision du rôle qu'elle joue, irremplaçable qu'elle joue dans les sociétés, dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, qu'il faudrait les trouver.